et prescription. Certains d'entre vous s'attendent sans doute à m'entendre tenir un discours enflammé sur l'esclavage et le racisme. Qu'ils me permettent cette fois-ci de les prendre de court. Non, pas que je renie les thématiques maîtresses de notre combat, mais parce qu'il importe aujourd'hui d'élargir la vision et la réflexion pour mieux cerner les enjeux du risque désormais réel de voir notre Mauritanie disparaître. À force de s'être fourvoyée, oubliée dans la résignation aux faits accomplis, imposés bien sûr par les bourreaux. Si nous croyons au principe d'équité que nous agitons et ruminons depuis des années, le temps n'est-il pas venu de les inscrire dans le champ du réel? C'est à cet exercice, sans complaisance ni excès, que je vous convie, chers amis de la diaspora et compagnons de route non mauritaniens. Notre attachement à la démocratie ne vaut le slogan ni la salive tant que nous n'aurions décidé et agi en vue de faire coïncider ici et maintenant l'égalité de naissance et la justice citoyenne. Ainsi, le pluralisme et la régulation pacifique des conflits prennent sens. Une société qui ignore les règles aussi élémentaires de vivre ensemble sombre dans la violence. Tôt ou tard. Or, la démocratie présuppose l'effacement des discriminations, la pénalisation de l'esclavage et de l'exclusion de caste, l'abolition du népotisme et des arrangements tribaux. Les défis énumérés plus haut constituent l'élan et l'horizon de notre vie. Il est temps de les traduire dans le temps du concret. Parfois, nous donnions l'impression de brûler les étapes, de mettre la charrue avant les bœufs. Désormais, un ajustement s'impose. Oui, mon propos laisse entrevoir un débit d'autocritique. J'aurai d'autres occasions de le dérouler en détail. Oui, des obstacles se dressent encore en travers de notre détermination. Et notre devoir, et nous devons les dépasser sous peine de devoir nous contenter de la parole indignée, tandis que le bloc de la prédation pille notre avenir et nous impose chaque jour la fade réalité de la faim, de la frustration et de la colère sans issue. De quel préalable s'agit-il? 1. Je dois insister sur les droits civils et politiques. Objet d'un pacte fameux des Nations Unies en 1970. Je mets en avant cette catégorie de règles élémentaires, à défaut desquelles un groupe social se réduit à reproduire la loi du plus fort. Nous savons combien le plus fort ne le reste jamais à vie. Nous savons, vous savez combien le plus fort ne le reste jamais à vie. L'histoire de l'espèce humaine déborde d'exemples pour qui sait interpréter les signes. Chez nous,
Depuis quelques années, le gouvernement s'est employé à mettre en œuvre l'enrôlement biométrique afin de doter les divers services de l'État d'outils de gestion et de prospective, autant que des instruments de contrôle des mouvements de population. À l'ère des menaces diffuses et des mouvements de population, à l'ère des menaces diffuses et de la sophistication de la criminalité à l'échelle du monde, la création d'un fichier universel des personnes répondait aux impératifs de modernisation et de prévention dont l'époque nous impose la nécessité. Je confesse à demi, il aurait fallu saluer l'initiative, certes tardive, hélas, les réflexes de contournement, la triche héritée et le vice congénital de se croire le plus malin, firent vite dévier l'intention affichée au service d'un dessein d'oppression insidieuse, je dirais honteuse aujourd'hui, quoique assumée depuis des siècles. L'oppression raciale ou raciste. Assez tôt, le recours à l'informatisation sous l'effet d'une batterie de critères destinés à marginaliser ceux dont le système craint le nombre et la probable solidarité, produisit une monstrueuse sélection contre les pauvres, les analphabètes, les humbles. Il se trouve que la majorité des cadets sociaux sont des Noirs d'ascendance subsaharienne. Il se trouve aussi qu'ils représentent le potentiel écrasant d'une majorité dont les pouvoirs successifs s'acharnent à empêcher l'éveil et la convergence pourtant imparables. L'état civil mauritanien devient l'outil de la relégation sociale. Des ressortissants de toujours, auxquels nul esprit sain ne contesterait la préséance historique sur le sol, peinent à se faire enrôler. Ainsi, impasse voulue, ne peuvent-ils voter, ni se protéger, ni se porter éligibles au suffrage de leurs compatriotes attachés à la logique des privilèges, d'où la posture défensive du pouvoir et du groupe hégémonique. Les soumet à des conditions de preuve, soumet les cadets sociaux à des conditions de preuve. Des conditions de preuve, de témoignages, d'attestation et de vérification bureaucratique telles que leur désir de carte d'identité ou d'électeur s'émousse, s'évanouit dans le désarroi et l'acrimonie sourde. La liste des documents à produire confine à un concours d'élimination ciblée. Or, d'une échéance électorale à la suivante, leur masse enfle. De l'avant même de l'actuel chef de l'État, lors de sa déclaration fameuse en Emma le 3 mai 2016, je cite Mohamed Abdelaziz, « Les Hratim sont nombreux et font trop d'enfants et rien ne peut être fait pour eux dans ces conditions. » Ici, permettez-moi, je vous prie, un rappel comparatif. Vous savez, ce qui arrive ailleurs n'arrive pas seulement aux autres. Et contrairement à l'idée répandue dans les cercles du pouvoir et la fraction réactionnaire de l'opinion, la Mauritanie n'est pas une citadelle à l'abri de l'évolution humaine. En Côte d'Ivoire, où je suis allé à la rencontre de nos compatriotes membres de l'Irak, il aura suffi d'une politique similaire de suspicion à l'endroit d'une communauté pour que le pays sombre dans le désordre et la haine de 2001 à 2011. J'invite nos élites épuisées ou émergentes à méditer l'exemple
afin de mieux en anticiper le risque de mimétisme chez nous. Mais, à admettre la levée de l'écueil de l'état civil, comment arbitrer un scrutin en toute impartialité? Ce sera le second volet de ce propos. Oui, parlons de la Commission nationale électorale indépendante, la mal réputée CENI. Je souligne le dernier adjectif, indépendante. Ainsi, l'aberration ne vous échappe. Les membres de l'instance d'arbitrage du choix populaire sont nommés par le président de la République après consultation des segments partisans, ces partisans, dont il admet la représentativité. Vous voyez un peu à quel point l'on se moque de vous, de nous tous. Comment prétendre garantir la transparence et l'équité si l'on se place d'emblée dans la posture ubiquitaire du juge et de la partie, de l'arbitre et du joueur? Ne cherche-t-on plutôt à provoquer la protestation légitime pour mieux réprimer des troubles à l'ordre public et installer alors le pays dans un régime d'exception verni? C'est une grande question. Pour la stabilité de la Mauritanie et de l'environnement régional, nous demandons instamment aux autorités mauritaniennes, avec le concours des partenaires multilatéraux, des partis politiques et de la société civile, de mener un exercice de raison et d'introspection, au terme de quoi des mesures courageuses permettraient de refonder la CENI sur des bases de consensus inclusif. Comme toutes les choses précieuses, la paix a son prix. Chez nous, il paraît bien modique le prix de la paix, au regard de ce que coûterait l'aventure désastreuse d'un passage en force du chef de l'État, bien sûr, et de son équipe. Pour notre part, nous engageons nos militants et soutiens en Mauritanie et ailleurs à se mobiliser par les moyens pacifiques pour une CENI du peuple. Dans tous les coins du pays et dans tous les rassemblements en dehors du pays, une CENI du peuple gardienne de l'impartialité pour l'alternance, le verdict des urnes n'en serait que plus crédible. Nous les appelons à se faire enrôler, tous les Mauritaniens, partout, et leur promettons notre aide active, quels que soient les candidats auxquels irait leur préférence dans le vote. Par-delà le vote, disposer de documents d'identité fiables relève de la marche individuelle vers l'épanouissement. L'éducation, la santé et la participation au devenir de la cité démocratique. À présent, malgré l'optimisme de la volonté, nous devons évacuer la lucidité. Le pire est possible. Le pays, pour survivre, a besoin d'une véritable transition en vue de réussir l'alternance socio-historique. Vous connaissez l'état de l'économie et des finances publiques, leur faillite retentissante, le délabrement des services de base, des infrastructures, la destruction de l'écosystème naturel, l'aplatissement de la conscience, de la rapine, de l'arnaque, de l'arrogance affairiste, le délitement de la vergogne, la corruption banalisée, le chômage érigé en évidence existentielle. Comment voulez-vous qu'une telle ruine puisse accoucher d'un réenchantement national sous un nouveau mandat ou un nouveau système coaché par Mohamed Abdel Aziz? Un autre symptôme inquiétant mérite mention, c'est l'évolution lente et laborieuse de l'état de droit battu
sur la résurgence de pratiques autoritaires qui favorisent la régression sur les acquis de 2005 à 2008. Les interdictions des partis et d'organisations non gouvernementales sur une base insolemment raciste, les poursuites et les condamnations des contestataires à des peines disproportionnées, précédées de détentions préventives, elles-mêmes ces détentions assorties de torture, la persécution du capital privé en concurrence avec les intérêts de l'oligarchie dominante, la concurrence déloyale du sommet du pouvoir aux acteurs économiques, la banqueroute des sociétés et projets publics, la diabolisation la dilapidation des financements obtenus de l'extérieur en dons, subventions et prêts à long terme, l'opacité dans l'exploitation du sous-sol et des richesses halieutiques, la surfacturation des dépenses de l'État par des fournisseurs prétendants, bref, la normalisation de l'imposture s'est installée en Mauritanie. Avant-dernier thème, le tableau s'assombrit chaque année avec la surenchère obscurantiste des fatwas, énormes liberticides. Pareille dérive absolument inédite dans le récit de ce peuple esclavagiste, mais naguère si tolérant sur le plan de la croyance, va à l'encontre de ses préceptes religieux, culturels et de sa diversité culturelle. Il est à la fois triste et confondant qu'au moment où l'inventeur de l'extrémisme violent, l'Arabie Saoudite, tourne le dos à de tels dogmes, nos dirigeants aventuriers y foncent tête baissée, sans même s'embarrasser de la contradiction flagrante de leur participation au G5. Leur participation au G5 Sahel. Donc, pourquoi combattre le terrorisme si l'on se met à appliquer dans notre gouvernement le programme des groupes obscurantistes et djihadistes? Enfin, dernier argument à l'appui de mes alarmes, j'attire votre attention sur la permanence de la tension hystérique avec le reste du monde. Après une décennie d'aversion agressive envers l'opposition, les défenseurs des droits humains, les étrangers, les États voisins, à présent le pouvoir de Mohamed Abdelaziz se livre à la falsification de l'histoire dans une entreprise de braquage par effraction sur la mémoire collective. Il nous impose un nouveau drapeau, un hymne rafistolé, nous invente des épisodes de résistance anticoloniale et encourage la haine de la langue française, non sans pousser à l'invective des ONG internationales de promotion de la dignité humaine. Comme aux pires heures de la guerre froide, sa police expulse les journalistes et les bénévoles de l'action humanitaire, obsédés par le délire de l'espionnage aigu où tant de tyrannies ont sombré. Le comble de l'hostilité compulsive réside dans les campagnes de dénigrement contre les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mes amis, mes frères, mes compagnons de lutte, si le bilan et les perspectives que je dresse ici vous inspirent le doute, la divergence ou l'adhésion, sachez-le, je suis venu en discuter avec vous. Je suis venu chercher la contradiction sincère et frontale. Voilà. Enfin, j'aspire à une Mauritanie réparée et debout, surtout ouverte à l'autre, travailleuse, créatrice, libre, vouée à la joie, reconnaissante du mérite, émancipée de la médiocrité. Voilà, c'est ce qui m'a conduit devant. Merci.